Je vais vous montrer une vidéo, c'est parti. Je sais pas si vous allez aimer, voilà. Salut tout le monde. Je voudrais vous raconter une histoire pour vous montrer à quel point les humains peuvent être excessifs parfois. Ce ne sera pas une histoire drôle parce que je vais vous raconter comment j'ai trahi ma meilleure amie. Mais ce n'est là qu'un point de vue, car je vois les choses sous un angle complètement différent. Au fait, je m'appelle Tonia et je viens tout juste d'avoir 17 ans. Tout a commencé il y a environ 10 ou 11 ans. Je ne me souviens pas exactement. J'étais une fillette et je vivais avec mes parents dans une petite maison confortable, dans la banlieue d'une petite ville. Je n'avais qu'une seule amie, Olive. Elle avait 1 an et demi de plus que moi et vivait sur un terrain voisin. Ses parents étaient pauvres et ils n'avaient pas de maison. Ils vivaient dans une vieille caravane garée sur leur terrain. Mais ils étaient polis et c'étaient des bonnes personnes. Ma mère était contente que je sois amie avec Olive. À cette époque, Olive et moi étions vraiment inséparables et nous avons décidé de graver notre amitié à tout jamais. Aujourd'hui, je trouve ça bête et ridicule. Mais pour nous, petites filles, c'est extrêmement important. Il y avait un vieux chêne près de notre maison. Olive, une fois, avait suggéré de graver Olive et Tonia, BFF, Best Friends Forever, sur son écorce. Je me souviens qu'Olive avait piqué le couteau de son papa et c'était un vrai miracle qu'on ne se soit pas coupé pendant que nous sculptions les lettres. Et je me souviens même que mon nom était mal orthographié. Mais vous devez avoir de bons souvenirs d'enfance dans le même genre, non? Olive et moi avons été dévastés lorsque mon père a trouvé un emploi dans la capitale et que j'ai réalisé que notre déménagement était inévitable. Nous avons toutes les deux beaucoup pleuré et on était furieuses contre ces stupides adultes qui nous séparaient, nous qui étions pratiquement sœurs. Pour rendre les choses un peu moins difficiles, mes parents m'ont créé une adresse email et m'ont dit de faire la même chose pour Olive afin que nous puissions nous écrire et rester en contact. Nous nous sommes écrits pendant environ 1 an, mais au fil du temps, de moins en moins, puis nous avons arrêté de nous écrire. J'ai perdu le mot de passe de mon compte mail et je n'en ai pas créé un autre. Je suis allée à l'école et je m'y suis fait de nouveaux amis. Je n'ai pas entièrement perdu contact avec Olive pour autant. Après 3 ans, ses parents l'ont amenée dans notre ville. Olive et moi étions très heureuses de nous voir. La correspondance abandonnée a vite été oubliée et nous avons passé toute la journée ensemble avec un plaisir partagé à nous balader dans le parc et papoter. Il n'y a eu qu'un seul malentendu entre nous. Je n'arrêtais pas de parler de mon club de théâtre à l'école où je m'étais inscrite peu de temps avant et où je préparais déjà ma première représentation. Mais Olive semblait complètement désintéressée par ce spectacle. Puis je lui ai demandé ce qu'elle faisait de spécial à l'école de notre ville natale et elle m'a répondu qu'elle ne faisait rien de particulier. Mais pas parce qu'il n'y avait pas d'option dans cette école rurale, mais plutôt parce que la seule chose qui intéressait vraiment Olive étaient les garçons. J'ai tout de suite remarqué comment Olive battait des yeux auprès de tous les garçons que nous croisions lors de notre petite promenade. Et franchement, je trouvais ça dégoûtant du haut de mes 11 ans. À l'époque, je pensais que les garçons étaient les créatures les plus affreuses au monde. Olive et moi avions recommencé à garder le contact, mais je ne l'ai revu qu'1 an après nos retrouvailles. Puis pendant presque 5 ans, nous avons échangé des lettres et des photos. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore remarqué à quel point mon amie avait changé. Quand j'ai écrit à Olive à propos de mes rêves d'aller à l'université, d'étudier pour devenir actrice et de trouver un emploi dans l'un des théâtres de Broadway, la réponse que j'ai eue dans le meilleur des cas était « Ouais, cool ». Et c'était tout. Olive changeait tout de suite de sujet et partageait avec moi les détails de sa vie privée trépidante. Au début, j'ai essayé de compter le nombre de petites amies, mais j'ai vite perdu le compte. Et quand j'interrogeais ma copine sur ses projets de vie, je recevais une énorme lettre pleine de rêves d'un mari riche, beau et cool. Elle n'allait pas continuer à étudier après l'école, ni essayer d'acquérir des compétences professionnelles. Mais j'arrivais à le comprendre avant qu'Olive ne revienne me voir.
Puis, il y a un an, j'ai quitté mon petit ami, mon premier amour. Et ce fut une période très difficile dans ma vie. Olive est venue me soutenir, mais elle a choisi une façon très particulière de le faire. Elle a décidé que j'avais simplement besoin de me vider la tête et m'a emmenée dans un quartier rempli de bars et de clubs. Olive avait déjà 18 ans à ce moment-là. Et elle avait encore l'air plus âgée. Alors je devais la protéger de l'attention inutile des hommes plus âgés. Certains d'entre eux ont même essayé de nous acheter des verres d'alcool et ne croyaient pas qu'Olive et moi étions si jeunes. Bref, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour la ramener à la maison. Et Olive n'était pas contente parce que je ne la laissais pas traîner avec tous ces mecs cool. Puis j'ai commencé à comprendre qu'Olive et moi étions devenus des personnes totalement différentes. J'ai essayé de minimiser notre communication, je répondais rarement à ses appels et jamais à ses lettres, espérant qu'elle comprendrait et cesserait de me déranger. Mais ça n'a pas été le cas. Dans une des lettres, elle m'a envoyé une photo du vieux chêne où nous nous étions jurés d'être meilleurs amis pour toujours. Et un sentiment de honte s'est emparé de moi. J'ai décidé de donner une autre chance à Olive et écoutez ce qui s'est passé. Par une nuit calme et tranquille, mes parents et moi avons été réveillés par de violents coups à notre porte. Quelqu'un sonnait et demandait à ce qu'on lui ouvre. Mon père a regardé par la fenêtre et l'expression de son visage a subitement changé. Et il a laissé entrer cette personne. C'était Olive, mais elle était méconnaissable. Tout d'abord, elle était enceinte. Apparemment, à son deuxième trimestre, j'ai ouvert grand la bouche quand j'ai vu son ventre rond. Deuxièmement, Olive avait mauvaise mine. Ses cheveux étaient en désordre, elle avait l'air négligée et il y avait des contusions et des égratignures sur son visage et ses mains. Elle a refusé d'expliquer ce qui s'était passé, disant seulement qu'elle était enceinte, mais ne savait pas qui était le père, et a demandé si elle pouvait rester avec nous pour quelques jours. Mes parents ne pouvaient pas lui dire non, mais je n'étais pas ravie de l'idée. Et le temps allait prouver que j'avais raison. La nuit suivante, quelques hommes qui avaient une allure effrayante se sont approchés de notre maison en moto. Ils ont exigé qu'Olive sorte, mais elle a catégoriquement refusé. Mon père a essayé de chasser ces garçons, mais ils sont devenus agressifs. Ma mère et moi avons donc dû appeler la police, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Après cela, j'ai décidé que c'était trop. J'ai demandé à mon père de conduire Olive dans un refuge pour femmes en difficulté. Il a réfléchi pendant un certain temps, puis a accepté. Ma mère a aidé Olive à faire ses valises et je suis simplement allée me balader pendant ce temps. Je ne voulais pas dire au revoir à Olive ou expliquer ce que je ressentais. Je l'ai bloquée sur tous mes réseaux sociaux et effacée de ma vie. Voilà la fin de mon amitié avec Olive. Peut-être que vous allez désapprouver ma décision ou bien penser que ce que j'ai fait est juste. Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce que vous auriez fait si vous étiez à ma Alors, place. je vais mettre un autre. Bonjour, je m'appelle Ruby, mais peut-être ce n'est plus le mien. Quoi qu'il en soit, quelle différence fait-il quand ils disent ce qui reste de moi? J'ai perdu mon présent, mon futur et mon passé, tout à la fois en un clin d'œil. Au moins, c'est ce que je pensais il y a quelques mois. Dès ma naissance, j'ai vécu une vie de conte de fées, et ma mère a essayé de m'élever pour devenir une princesse un jour. J'avais tout, popularité, charme et mauvaise humeur, une formule de succès éprouvée. Même si j'étais difficile, j'étais belle en même temps, et cela montrait sans doute que j'aurais une carrière de modèle réussie. Mais un soir, tout a changé. À la veille de mon diplôme, mon petit ami Chris est venu me chercher à la maison dans sa nouvelle Porsche. Chris me conduisait sur une route aussi droite qu'une flèche. Au même moment, un électricien ivre, Harry, conduisait comme un fou à 100 km/h avec ses phares éteints. Il se dirigeait droit vers nous. Sa camionnette a littéralement barbouillé la Porsche. Immédiatement, notre voiture a pris feu. Chris et le chauffeur de la camionnette sont tous deux morts sur le coup. Pendant une demi-minute, je me suis couchée à plat ventre dans l'épave de la voiture. J'ai été emmenée à l'hôpital avec une partie du tableau de bord fondue sur mon visage. J'ai dû subir 7 interventions chirurgicales dans les 72 heures qui ont suivi. Les médecins ont séparé le plastique de mes muscles. À certains endroits, ils ont même réussi à préserver les restes de peau, à sauver un œil.
séparer mes lèvres qui ont été fondues, fermées. Le pont de mon nez a été recueilli comme un puzzle de plusieurs pièces. Mes bras et mes jambes cassées étaient étroitement serrés dans un plâtre. En partie, ils ont même pu sauver mon audition. Mais j'avais perdu la capacité de parler pour une période. Lorsque je me suis enfin réveillée 3 jours après l'accident, tout ce que je pouvais ressentir était de la douleur partout. On m'a donné tellement d'analgésiques que je ne savais pas qui j'étais, ni où j'étais, ce que je faisais ici, et qui sont ces gens qui pleuraient sur mon lit. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai regardé dans un miroir pour la première fois depuis l'accident. Cela s'est passé le 4e mois de mon séjour à l'hôpital. Lorsque l'infirmière a retiré les pansements de ma tête, je jure que j'ai vu 2 rides supplémentaires apparaître sur le visage jeune de ma mère. Le miroir était rond et le reflet de mon visage ressemblait à un pancake brûlé avec des trous pour les yeux, la bouche et les narines. Pendant tout mon séjour à l'hôpital, personne n'a parlé de mes blessures. Toutes les personnes me réconfortent en disant « tout ira bien » ou « vous allez passer à travers cela ». Mais je ne pouvais même pas imaginer que mon visage était devenu un crâne effrayant sans peau. Je ne pouvais pas croire que cette créature bizarre dont le reflet en fait était moi. Criant à l'époque, j'ai expulsé tout le monde hors de la salle. J'avais besoin de crier, casser quelque chose pour éliminer ma colère et ma douleur. En martelant un vase en verre avec le miroir, j'imaginais briser le visage de la personne qui a volé ma vie. Le conte de fées était fini. La princesse était devenue un monstre et cette fois, c'était pour toujours. Probablement à ce moment, tout ce que le monde savait sur la vieille Ruby avait disparu. Quand ils m'ont libérée de l'hôpital, je suis devenue un fantôme. Attendez. Je ne voulais accepter aucune des réalités de ma nouvelle vie, ni voir quelqu'un du monde extérieur. Je ne voulais pas non plus être vue par qui que ce soit. Ce que je pouvais faire, c'était de souhaiter rester cette vieille Ruby, dont je me souvenais parfois difficilement du visage. J'ai continué à bloguer sur Instagram, publier de vieilles photos et parler de ma vie fascinante. Une fois, mes parents ont pris rendez-vous avec un psychothérapeute, un spécialiste pour les personnes mutilées comme moi. Il s'appelait Dr Sally. Oui, à notre vieil homme étroit d'esprit. C'est ce que je pensais en entendant son nom. Cependant, j'ai accepté de le rencontrer, mais sous une condition. Notre réunion doit avoir lieu dans le noir. Il a posé des questions et je répondais oui, silence, non, applaudissement. Les 10 premières questions étaient des slogans typiques affirmant la vie, comme si elles étaient lues sur un bout de papier. Après une question, j'ai applaudi. Pourquoi ai-je accepté cela? Cependant, la question suivante était droit au but. Dr Sally a demandé « Ruby, pensez-vous que votre vie est finie ?» Je voulais applaudir, mais je ne pouvais pas. Puis il a demandé « Pensez-vous qu'il n'y a pas une seule chance de reprendre même une petite partie de votre vie antérieure? Êtes-vous sûr que personne ne peut jamais comprendre votre douleur ?» Toutes ces questions ont été suivies d'un silence complet. Si je voulais trouver les réponses à ces questions, a déclaré le docteur Sally, je devais activer les lumières. Quand j'ai allumé les lumières, j'ai vu un homme dont le visage manquait de nez et qui semblait avoir été cousu à partir de nombreuses pièces, une cicatrice sur une cicatrice. J'ai compris à ce moment-là, Dr Sally est le seul à qui je pouvais faire confiance. Il me comprenait, nous nous sommes rencontrés chaque semaine. Il semblait qu'il lisait dans mes pensées. J'ai resté silencieuse et écoutée. Il a également parlé de sa famille et de ses enfants, et du fait qu'il a refusé de faire une greffe de visage, car avec un nouveau visage, il pensait qu'il ne pourrait pas aider les gens comme moi. Mes rencontres avec M. Sally ont insufflé une nouvelle vie en moi. Je lui ai donné ma parole, ne pas baisser les bras. Je ne briserai jamais la promesse que je lui ai faite. Demain, c'est ma greffe du visage et ce sera mon premier pas vers une nouvelle vie. Qui sait quel genre de personne je vais devenir avec mon nouveau visage? Cependant, ce n'est pas vraiment important. Après tout, après avoir perdu mon vieux visage, ça m'a aidé à retrouver ma vraie personne. S'il vous plaît, partagez mon histoire avec vos amis si vous l'avez trouvée utile ou intéressante. Si vous voulez regarder cette chaîne, les liens sont juste là. Après 2-3 ans encore, madame n'est pas affichée encore, même ça. Moi, j'ai tout le monde là. Bah ouais, mais moi, j'ai des gars. Tu vas pas. Non, n'hésitez pas aussi à regarder mes vidéos. Je vais faire une vidéo avec vous.
Je ne sais pas quand il est là, ça encore. On a famille, monsieur. Je parti des gens, je commence à chercher moi dans le cahier depuis à 8 heures. Je dis, et même, il n'a pas de